Bonjour à tous. Bonjour. Alors, c'est bon, on est connecté, Thibaut. Bonjour à tous. Je suis ravie d'accueillir aujourd'hui Thibaut Brière pour parler du sujet brûlant. Peut-on défendre un client sans partager sa vérité ? Donc, on va attendre que des participants arrivent pour commencer. Donc, sur le côté, vous voyez qu'il y a un onglet qui s'appelle Conversation sur lequel vous pouvez poser des questions que je me chargerai de relayer auprès de Thibaut. On est là pour 1 heure jusqu'à 14 heures. D'abord donc une intervention de Thibaut avec quelques interactions avec vous sous forme de sondage. Et puis après, on pourra garder une dernière partie d'un quart d'heure, 10 minutes pour des questions. Si vous êtes là, c'est que ce sujet vous intéresse. Donc, on compte sur votre participation. Alors, je vais d'abord présenter rapidement Justifit, puis après, je te présenterai Thibaut, puis je te donnerai la parole, si ça te va. Très bien. D'accord ? Donc, Bonjour Justifit. Bonjour. Justifit, nous existons depuis 2015. Nous nous occupons de plusieurs choses pour les avocats. D'abord, de leur apporter des nouveaux clients. Donc, tous les mois, nous mettons nos clients en contact avec plus de 10 000 justiciables. Nous nous occupons aussi de leur visibilité, puisque notre site génère tous les mois des centaines de milliers de visiteurs. Nous pouvons, pour les avocats, créer des vidéos, coécrire des articles. Et puis, ils sont visibles parce qu'ils ont une page qui les présente sur notre site internet. Troisième chose, nous leur permettons de digitaliser leur activité avec un outil de création de conventions d'honoraires, une messagerie sécurisée, un outil de visioconférence et plein d'autres choses. Et puis la dernière chose, c'est que nous sommes aussi une communauté avec donc, des formations, des webinars, un site internet qui permet aux avocats de recruter ou de trouver un boulot qui s'appelle Justifit Recrutement. Et puis bientôt, un site qui s'appelle Justifit Confrères qui permettra aux avocats d'échanger, de sous-traiter des dossiers, de trouver un avocat pour une postulation, etc. Alors, Thibaut, merci d'être là aujourd'hui. Je suis ravie de t'accueillir parce qu'on se connaît depuis de très longues années. Le choix de ce sujet, il résonne particulièrement avec l'actualité de la profession. Hier encore, tous les participants ont dû le suivre. Il y a de nombreux avocats sont mobilisés dans le cadre de l'opération Justice Morte pour exprimer leurs inquiétudes quant aux moyens accordés à la justice et à l'exercice de leur mission. Et quand nous avons vu ça avec l'équipe, ça nous a rappelé à quel point le rôle de l'avocat dépasse la seule défense d'un dossier. Il participe aussi au fonctionnement de l'institution judiciaire, à la préservation des principes qui fondent l'état de droit. Donc, c'est justement l'un des questionnements que nous allons explorer aujourd'hui avec toi, Thibaut. Est-ce qu'il faut, pour être un bon avocat, faire passer l'intérêt de son client avant la recherche de la vérité ? Chaque avocat prête serment d'exercer ses fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité, humanité. Mais qu'est-ce que signifient concrètement ces principes lorsqu'ils sont confrontés à des situations complexes, à des convictions personnelles ou à des attentes parfois contradictoires ? Voilà, donc on est ravis de t'accueillir aujourd'hui, Thibaut. Toi, tu es philosophe d'entreprise, tu es diplômé d'HEC Paris, tu as un DEA de philosophie de la Sorbonne et tu es lauréat de l'Académie des sciences morales et politiques. Donc, tu étais tout désigné pour parler de ce sujet. Tu connais bien aussi le monde de l'entreprise, car tu as été pendant 7 ans philosophe d'entreprise au sein du groupe Hervé, qui est un groupe dans le BTP de second œuvre, l'industrie lourde et le numérique. Et puis, tu as aussi beaucoup publié, notamment un numéro de la revue Esprit consacré à la démocratie en entreprise. Et tu as publié 2 livres, Le pouvoir au-delà du pouvoir chez Bourrin et Toxic Management chez Robert Laffont en 2021. Voilà. Donc, je te passe la parole. Peut-on défendre un client sans partager sa vérité ? Nous t'écoutons. Merci beaucoup à l'équipe de Justifit France de m'avoir invité et de me donner la parole pour traiter ce sujet qui naturellement est délicat et c'est ce qui en fait l'intérêt. Donc, tu le rappelais, Pauline, moi, la question des dilemmes, en fait, mon domaine de spécialité pour les participants, ça consiste à faire de la philosophie dans les entreprises, donc de manière très incarnée, le moins possible justement de manière théorique, mais à relier des principes à des réalités vécues et à tous les dilemmes qui peuvent se poser dans le cadre d'une vie professionnelle. Par exemple, une réunion au cours de laquelle un dirigeant, ça peut être naturellement au sein d'un cabinet d'avocats, malmène l'un des associés. Tout le monde sait que
que c'est injustifié, mais dans la mesure où plus ou moins l'emploi des uns et des autres dépend de lui, eh bien tout le monde regarde ses chaussures en se disant j'espère que ça va pas être moi, je veux pas me faire éventuellement virer du cabinet dans lequel j'exerce, et donc on laisse passer, on avale des couleuvres au fil de l'eau, et la question devient celle de comment déterminer le moment où le compromis, ou plutôt à partir d'un compromis, on commence à basculer dans la compromission. Et ça, cette question se pose à nous dans chacune de nos vies professionnelles. Des compromis, nous savons que nous devons en faire, nous ne sommes pas des saints justes, nous ne sommes pas des saintes nitouches, et donc des compromis, arrondir les angles, ça fait partie d'une vie tout simplement incarnée, ça fait partie d'une vie, mais en même temps, on doit toujours référer ces compromis aux principes qui nous font vivre, qui sont censés être des principes vivants, des principes d'action, et à partir de quel moment, encore une fois, je me permets de me répéter là sur le sujet, on passe du compromis à la compromission. Et c'est bien le sujet que nous allons essayer de traiter aujourd'hui, celui de peut-on défendre un client sans partager sa vérité. Alors, d'abord, je me propose dans un premier temps, si je puis dire, par faire le plus rapidement possible, j'espère, quelques considérations théoriques de manière à, chers participants, vous permettre d'avoir des points d'appui, ou Pauline également, avoir des points d'appui pour vos questions ou des points de confrontation, idéalement, pour m'amener, pousser un peu dans mes retranchements et m'amener à poser davantage les sujets qui vous intéressent, plutôt que ceux que moi, je crois intéressants. D'abord, cette formule de Montesquieu, parce qu'un cas de conscience ne peut se poser qu'à quelqu'un qui a commencé par avoir justement une conscience un petit peu personnelle des sujets de conscience si d'abord on n'a pas des convictions. Des convictions qui peuvent parfois virer à la certitude, mais en tout cas des convictions qui constituent ce que j'appellerais une colonne vertébrale professionnelle, au-delà de laquelle on se dit « je ne suis plus moi-même, je ne me reconnais plus ». Et si je disais à mes enfants « voilà comment je me comporte dans ma vie professionnelle, voilà quels écarts que je suis obligé de faire par rapport à ce que je leur enseigne, ce que j'essaye de leur transmettre », si tout cela était rendu public, eh bien, de manière assez légitime, mes propres enfants, mon conjoint, ma compagne, me diraient là, je ne te reconnais pas en cette attitude. Comment peux-tu, en conscience, faire ceci ou faire cela, si c'était rendu public? Parce que c'est l'un des points que Kant nous donne comme critère d'une action droite, c'est la mise en visibilité de cette action. C'est-à-dire, si la réunion que j'ai avec mon client, entre quatre murs, avec l'institution dans tel ou tel, avec des confrères dans tel ou tel contexte, si ce que nous nous disons était rendu public, par exemple au sein du barreau ou que sais-je, comme autre type de réunion, si c'était rendu public, enfin, cette réunion, ce que l'on se dit, est-ce que ça pourrait être rendu public? Si ça ne peut pas être rendu public, dit Kant, il y a un problème lié à la moralité de l'action que nous sommes en train de faire. Une action n'est morale, dit Kant, que dans la mesure où elle est susceptible en tout cas de pouvoir être rendue publique. Si ce que je fais en secret, en catimini, entre quatre murs, n'est pas susceptible d'être rendu public, eh bien, en tout cas, la moralité de l'action publique, justement, peut être remise en cause. En tout cas, voilà, c'est un critère de discernement que nous propose Kant. Et moi, là, dans un premier temps, ce que je voudrais adresser, c'est la question justement de la conscience morale. La conscience morale, en fait, elle demande à être aiguisée dans le fort interne. Vous savez que fort interne vient du latin forum, c'est le colloque intérieur que je suis susceptible, que je dois entretenir normalement avec moi-même. Lorsque je me questionne sur la moralité de mes actions, lorsque je me pose des questions, lorsque je ne me pose plus de questions, lorsque notamment je ne m'interroge plus sur la cohérence entre ce que je suis en train de vivre avec tel client, ce que je suis en train de faire et mes principes de vie, je dirais, eh bien, du coup, c'est ce qu'on appelle un dilemme. Mais en tout cas, je ne peux pas avoir de dilemme si à la base, je n'ai pas une ligne de vie. Puisque un dilemme, c'est un écart par rapport à ma colonne vertébrale, par rapport à la ligne que je me suis donnée. Eh bien, cet écart, il ne peut pas y avoir d'écart, si vous voulez, s'il n'y a pas d'abord une ligne directrice.
Et donc ça, c'est ce qu'on appelle la conscience. Et cette ligne directrice, comment la découvre-t-on? Alors naturellement, cette ligne directrice, elle peut être le fruit de déterminismes sociaux, culturels, religieux, familiaux, qui peuvent avoir toutes ces sédimentations sociales, si l'on veut, se sont accumulées. Et je crois, à terme, que c'est plus ou moins librement que je me dis que, eh bien, moi, ma ligne rouge, c'est celle-ci. Je n'irai pas au-delà de ça. Est-on d'abord, chacun d'entre nous, au clair sur nos lignes rouges? Et cette ligne rouge, encore une fois, c'est ce que l'on appelle, c'est ce qui se découvre dans notre conscience. Mais cette conscience, encore une fois, elle peut être relative à un milieu social donné, à un milieu professionnel surtout donné. Le milieu des avocats, le milieu du barreau, le milieu de ma famille, mon milieu religieux, si j'ai une religion, etc. Tout cela contribue à façonner ma conscience morale et donc aussi, peu ou prou, ce que j'appelle ma conscience professionnelle. Par rapport à laquelle il peut y avoir des écarts. Alors cette conscience, et c'est la partie droite là qui est affichée, eh bien, elle doit se travailler. Et il y a un philosophe qui était mon directeur de thèse qui s'appelle Rémi Brague, qui a écrit un article justement sur la conscience professionnelle et qui compare la conscience au vin. C'est-à-dire que la conscience, je dois l'entretenir. De même que je peux éduquer mon palais à reconnaître les bons vins, eh bien, ma conscience, je dois l'éduquer. L'éduquer en me confrontant régulièrement à des belles actions, à des beaux cas à travers l'histoire, en regardant, en contemplant, en ayant des gens à admirer, en ayant, par des lectures que j'estime saines, mais des lectures qui en même temps sont les plus diversifiées possibles. Si je ne fais que lire dans mon air AIRE, comme on parle de l'air d'un bateau, ou si je ne fais que des lectures qui viennent conforter mes propres convictions, là, je ne travaille pas ma conscience. La conscience se nourrit de diversité. Je dois abreuver ma conscience à une diversité de sources. Si je suis plutôt de droite ou de gauche, je dois avoir des lectures dans l'autre bord. Si je suis plutôt un auteur, je suis plutôt un athée convaincu, je dois essayer de rentrer dans la tête de gens religieux pour essayer de savoir comment se fait-il qu'il y ait des grands auteurs, des grands hommes qui soient aux antipodes de ma manière de penser, de mon point de vue. Et je ne peux pas aiguiser ma propre conscience si je n'ai pas ce scrupule minimum d'essayer de me confronter à des géants de la pensée, à des géants de l'histoire qui soient plus grands que moi et qui m'obligent à me décaler. Vous connaissez sans doute cette formule de Bernard de Chartres du XIIIe siècle, nous sommes des nains juchés sur des épaules de géants. Eh bien, nous sommes, moi, être un nain au regard des géants de la pensée que sont Al-Farabi, Maïmonide, Aristote, Kant, ou des gens évidemment d'autres aires culturelles, Confucius, Lao Tse, etc. Eh bien, je dois vraiment rentrer en empathie avec ces gens-là pour me mesurer ce que j'estime être ma propre pensée à l'aune de la leur, pour aiguiser en fait ma conscience morale, ma conscience que je peux estimer droite. Et alors, non, pour essayer en tout cas de briser les chaînes de tous les déterminismes sociaux, culturels, religieux dont je parlais tout à l'heure. Et à partir de là, eh bien, me dire, eh bien, moi en conscience, j'estime qu'il y a un bien absolu. J'estime qu'il y a un droit absolu. J'estime qu'il y a du juste et de l'injuste en soi, par-delà toutes les cours de justice, comme dirait Montesquieu. Et c'est le fondement, c'est l'un des fondements du droit naturel, c'est l'une des choses qui fait que Antigone peut dire que, au-delà de toutes les lois positives, au-delà du droit positif d'un instant donné, j'estime en conscience devoir enterrer mon père. J'estime en conscience que telle loi, votée par l'Assemblée nationale à telle époque, est injuste, parce qu'elle ne correspond pas à l'idée du droit que je me fais, qui est au-delà de toutes les lois positives. Et c'est ce que signifie la citation de Montesquieu sur la gauche, que je me permets de lire avec vous. Positive. Il y avait, de tout temps, des rapports de justice. De juste et d'injuste que ce qu'ordonnent les lois positives,
loi votée à un instant T, par exemple par le régime de Vichy, par exemple par l'État français à telle ou telle époque, c'est dire qu'avant qu'on eût tracé des cercles, les rayons n'étaient pas égaux. Eh bien, les rayons étaient de toute éternité égaux. Il y avait déjà des rapports de justice, qu'il y ait des hommes capables sur Terre de les conscientiser et capables à un moment d'essayer de rapporter leur loi positive à ces rapports de justice intemporels, intangibles, qui précèdent et qui fondent l'idée de droit et qui font qu'aujourd'hui, par exemple, une opinion publique peut se dire aujourd'hui, les lois sont mal faites. Aujourd'hui, la justice de mon pays est mal faite, à quelque degré que ce soit. Ça peut être les lois. Simplement, ça peut être les lois telles qu'elles sont votées, mais ça peut être l'application naturellement des lois derrière, les décrets d'application qui peuvent être injustes ou au contraire opportunément peu publiés ou pas publiés ou mal mis en œuvre. Parce que l'institution de la judiciaire étant ce qu'elle est, elle peut elle-même être réticente à mettre en œuvre telle ou telle loi parce qu'elle peut ne pas se reconnaître dans ce que le législateur, à un instant donné, va voter. Et donc, l'institution judiciaire elle-même peut soit faire obstacle aux lois qui sont votées par le législateur, elles peuvent freiner l'application de telle ou telle loi. Demain, par exemple, le Rassemblement national est élu. L'institution judiciaire, des rouages de l'institution judiciaire peut se dire, ben écoutez, nous, telle loi, ça ne nous va pas. Ce n'est pas notre cam. Eh bien, on va tout faire pour essayer en tout cas de freiner des lois qui nous semblent, en conscience justement, ne pas être ordonnées à l'idée que nous nous faisons de la justice. Et là, on voit bien que aujourd'hui, dans l'opinion populaire, cette opinion, cette vox populi, peut se trouver en décalage avec un fonctionnement de l'institution judiciaire, qu'elle soit simplement le fonctionnement, je dirais, de l'institution ou les lois positives qui se trouvent être votées, et qui, en même temps, chez qui, en même temps, il peut y avoir justement un bon sens populaire. Évidemment que le peuple n'a pas toujours raison et qu'il doit être encadré par un état de droit. Mais l'état de droit lui-même est relatif à une certaine idée de la justice, à des principes transcendants auxquels il se rapporte et que toute personne, et c'est ce qu'on appelle le bon sens populaire, va déterminer dans sa propre conscience. Le paysan du Gers, lui-même, qui a des lectures, qui va s'abreuver, lui, à une diversité d'opinions dans je fais des caricatures, dans le bar qu'il va fréquenter, dans les personnes qu'il va côtoyer, dans sa famille, etc. Ils ont des discussions très diverses, en fait, contradictoires également. Eh bien, le paysan du Gers, lui, il éduque sa conscience. Et ça contribue justement à lui faire prendre de la distance par rapport à l'institution judiciaire, par rapport à mille choses. Et donc, il n'est pas né de la dernière pluie, lui non plus. Et avec son gros, vieux bon sens, eh bien, le paysan du Gers, oui, il va se permettre de juger l'institution judiciaire et de se dire, eh bien, là, il y a un dysfonctionnement. Et vous pouvez me raconter ce que vous voulez, j'estime que c'est injuste, le traitement. Vous pouvez me dire, oui, mais on n'a pas suffisamment de moyens. Oui, mais les lois, vous comprenez, nous, on est obligé d'appliquer les lois positives, on n'est pas responsable. Eh bien, le grand jeu, ça va être la défausse. On n'est pas responsable des lois qui sont votées, on n'est pas responsable des moyens qu'on nous accorde, tout ça. Lui, il va dire, très bien, j'entends tout ça. Mais moi, ma conscience m'indique qu'il y a, par quelques endroits que vous vouliez passer, il y a une injustice. Et donc, ce rapport du paysan du Gers à des principes transcendants de la justice, eh bien, chaque avocat lui-même se les pose dans la manière dont il va choisir ses dossiers, dont il va choisir de les traiter, etc. Et il me semble qu'on ne peut pas faire l'impasse de la construction d'une conscience droite, et tout un chacun en tant que citoyen, ne serait-ce que pour aller voter. Eh bien, nous devons entretenir cette conscience dans le silence. C'est ce que signifie le silence de l'isoloir. On fait taire toutes les voix médiatiques dans les 2 jours qui doivent précéder les élections. On fait taire toutes les puissances qui essaient de nous influencer, puissance familiale, puissance médiatique évidemment, puissance d'établissement, que ce soit des lobbies, des organisations professionnelles auxquelles nous pouvons appartenir. On fait taire tout ça, on se reclue dans sa propre conscience, on essaie d'entretenir un colloque intérieur et on se dit qu'est-ce qui est droit, qu'est-ce qui est bon. Voilà, donc ça c'est, si je puis dire, c'est ce à quoi la philosophie nous invite, c'est-à-dire à entretenir un colloque intérieur
possible en soi. Et donc, ce qui va se nourrir justement de lectures les plus diverses possibles qui nous permettent de nous décaler, d'aller nous confronter à des opinions les plus dissemblables de celles qui, a priori, sont les nôtres. Alors, s'adapter, évidemment, c'est ce dont je parlais tout à l'heure. Thibaut, je t'interromps une seconde. Petite question à poser aux participants, si tu veux bien, que je lance, qui est avez-vous déjà refusé un dossier car pour des raisons de conscience, voilà. Donc, si vous voulez bien participer et nous dire ce qu'il en est, ce serait formidable. Alors, c'est évidemment anonyme, hein, donc vous pouvez participer tranquillement. Donc, on a plusieurs participants qui ont déjà refusé 1 ou 2 fois. Ouais, la proportion augmente. Voilà, donc on a 80% de ceux qui ont voté qui ont déjà refusé un dossier 1 ou 2 fois. Voilà. Je te laisse la parole, Thibaut. Le fait de pouvoir refuser des dossiers, pour une part, effectivement, ça semble manifester le fait que des dossiers peuvent heurter la conscience de chacun. Après, il peut y avoir les motifs pour lesquels on refuse un dossier. Ça peut être simplement parce qu'on a trop de dossiers. Parce qu'on estime aussi que le rapport entre ce que ça va nous rapporter financièrement et ce que ça va, le travail que ça va nous demander ne sera pas au rendez-vous. On ne peut pas se le permettre à ce moment-là de notre vie professionnelle. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il peut y avoir différents motifs. Une fois qu'on a refusé un dossier, effectivement, il faudrait rentrer un petit peu plus dans le détail des raisons pour lesquelles on a refusé ce dossier. Dans l'hypothèse où ce serait pour des raisons, entre guillemets, morales, moi, en tout cas, dans l'idée que je me fais, et là, j'ouvre le débat. Vous savez, moi, je ne suis pas un spécialiste du droit, enfin, en tout cas, de la profession d'avocat. Pour les raisons pour lesquelles, en tout cas, on peut refuser des dossiers, dans mon esprit, en tout cas, l'avocat, moi, j'ai un grand respect, si vous voulez, par les avocats qui plaident des dossiers qui, justement, sont aux antipodes de leurs convictions. Pour les grands pénalistes, type Vergès ou d'autres, qui vont aller défendre des dossiers qui, parfois, sont, je l'ai dit, aux antipodes de leurs convictions. Parce qu'en tout cas, il y a une machinerie, comme une machinerie judiciaire. Et il me semble qu'effectivement, il est bon, enfin, de même que j'enfonce des portes ouvertes, hein, de même que parce que tout accusé doit avoir droit à une défense de grande qualité, eh bien, il me semble très stimulant intellectuellement pour l'avocat et conscient de son rôle dans la machinerie judiciaire, de pouvoir, conscient qu'il n'est pas le juge, justement, final, qu'il n'est qu'un élément dans l'appréciation des juges ou des jurés, de pouvoir apporter toute son habileté, toute sa ruse sophistique au service de quelque cause que ce soit. Et de même que moi, en entreprise, lorsque j'ai travaillé en entreprise, je me suis mis au service d'employeurs avec lesquels je ne partageais pas tout le temps les convictions. Et mon travail, à cet égard, n'était pas celui d'un philosophe, en fait, quoi que je me raconte. C'était celui d'un sophiste d'entreprise. C'est-à-dire que j'étais payé pour défendre des positions qui n'étaient pas les miennes. J'étais payé pour défendre les positions de mon employeur. Eh bien, il me semble que de même, l'avocat, il est payé pour défendre une position qui n'est pas la sienne. Et il doit complètement se lever dans la tête d'un autre, dans les convictions d'un autre, pour essayer de magnifier. Moi, le premier livre que j'ai écrit, qui s'appelle « Le pouvoir au-delà du pouvoir », j'ai défendu une philosophie d'entreprise. J'ai défendu un point de vue qui n'était pas le mien. C'est-à-dire, mais en essayant de mettre à son service toutes mes capacités de sophiste. C'est-à-dire que pour être un bon philosophe, il faut d'abord être un bon sophiste. C'est-à-dire être capable de défendre un point de vue et le contraire, la thèse et l'antithèse. En essayant, et vous avez peut-être vécu cela lors de vos années de philosophie, notamment en terminale, un bon professeur vous présente la philosophie de Hegel, bon sang, Hegel, il a raison, je suis hegelien en fait. Parce que le professeur que vous avez en face de vous parvient à vous convaincre que la position d'Hegel est la bonne. Et puis le cours d'après, le même professeur vous fait le même coup avec Kant. Et là, vous lui dites, mais bon sang, mais c'est bien sûr. En fait, ce n'était pas Hegel qui avait raison, c'est Kant qui a raison. Et puis le coup d'après, il vous fait le même coup avec Nietzsche. Et là, vous vous dites, mais
En fait, je suis dans une machine à laver intellectuelle, et en fait, c'est Nietzsche qui a raison, et ainsi de suite. Le talent d'un bon avocat, me semble-t-il, c'est d'être capable justement de parvenir à convaincre, quelque court que ce soit, que en fait, eh bien, le droit ou la conscience droite est du côté de l'accusé qu'il a à défendre. Et ça, moi, je pense que, moi, personnellement, en tant qu'avocat, en tout cas, si je me projetais dans cette profession, je n'aurais pas de cas de conscience à cet égard, conscient que, en tout cas, mon modeste rôle, il y a le rôle du procureur, il y a le rôle de l'avocat. Moi, mon simple rôle dans la machinerie judiciaire, c'est d'essayer de magnifier le point de vue de l'accusé. Fût-il vichiste, fût-il le pire à mes propres yeux, si vous voulez, eh bien, il est toujours défendable par un côté. Et mon rôle, ça consiste à essayer de grossir le trait, sachant qu'il ensuite va passer un autre qui, lui, va minimiser toutes les circonstances atténuantes de l'accusé. Voilà ce que j'ai à dire sur ce sujet pour lancer le débat, chers amis. Alors, ce que je propose, c'est je vais vous lancer un deuxième sondage, est-ce qu'il vous est déjà arrivé de regretter d'avoir accepté un dossier? Alors, si vous pouvez participer, c'est formidable. Et n'hésitez pas naturellement par la suite, à me demander d'approfondir tel ou tel point. Ah oui, alors c'est plutôt oui occasionnellement, à 83%. Alors, occasionnellement, à quel sujet, Pauline? Attends, je vais regarder. La question est, vous est-il déjà arrivé de regretter d'avoir accepté un dossier? Donc oui, occasionnellement, nous n'avons pas la raison. Alors, n'hésitez pas sur le côté à intervenir dans la conversation et de dire pourquoi, pour que Thibaut puisse… Est-ce que c'est sur des questions de dilemme éthique ou pour d'autres raisons, effectivement? Alors, toi, donc, si je comprends bien ta question, est-ce qu'il existe, selon toi, des dossiers qu'un avocat devrait refuser au nom de sa conscience? Moi, ma réponse serait non. Ta réponse serait non. D'accord. Et alors, comment faire quand on prête serment de défendre avec dignité, conscience, indépendance, probité, humanité, si un de ces principes te semble très… Oui, ben justement. Oui. Comment faire, tu vois? Oui, comment faire? Eh bien, précisément, on voit bien, me semble-t-il, dans le serment que prête l'avocat, que à la fois la dignité, la conscience, l'indépendance, la probité, l'humanité peuvent être de simples moyens et non pas des finalités. Et là-dessus, je crois qu'il faut être clair. Alors, je ne sais pas, moi, pour ma part, si dans vos études d'avocat, vous avez un petit peu de philosophie politique vous permettant d'éclairer le sens de ces différentes notions. En tout cas, il me semble que ce serait naturellement très utile. Et parce que là, c'est l'exemple du brigand courageux que prend Kant dans la préface de la métaphysique des mœurs. Kant, il dit quelque chose de très simple. Il dit que finalement, un brigand, lui aussi, doit faire preuve de beaucoup de vertus. Un brigand, un bon brigand, pour être un bon brigand efficace dans son métier de brigand, il doit faire preuve de dignité quand même. Le voleur, Arsène Lupin, on ne vole pas n'importe qui, n'importe comment. Oui, je suis un voleur, mais j'ai une éthique. C'est-à-dire que de l'éthique, on peut l'appliquer à n'importe quoi. On peut faire de l'euthanasie avec éthique, on le voit bien aujourd'hui, on peut faire 1000 choses avec éthique. La conscience, ma conscience professionnelle, souvent, elle a bon dos. Avec conscience professionnelle, quand même, eh bien, on peut servir des fins parfaitement malignes. Nous connaissons tous des régimes détestables qui ont eu à leur service des juristes, des avocats, des administratifs en tout genre, qui, avec conscience professionnelle, avec probité, avec indépendance et avec humanité, ont mis en œuvre, ont contribué à servir des finalités qui, pour une conscience droite, a posteriori avec l'éclairage de l'histoire, mais que déjà certains hommes de leur temps, avec simplement leur conscience droite, avaient su discerner que les finalités n'étaient pas légitimes en soi, à l'exemple d'Antigone, eh bien, se sont refusés à servir ces finalités. Or, on voit les différents éléments du serment d'avocat, dignité, conscience, indépendance, probité, humanité, peuvent indifféremment servir quelque finalité que ce soit, quelque régime que ce soit, quelque accusé, j'allais dire que ce soit. N'importe quel accusé a une dignité.
a une conscience lui-même, a une indépendance, comme vous, avocat, a une humanité. Monsieur Pellico, dont il a été question dans les mois derniers, ou années dernières, je ne sais plus, et lui aussi a une dignité, une forme de dignité, une forme de conscience, une forme d'indépendance, de probité, d'humanité qui mérite d'être mis en valeur. Et toute la difficulté, justement, et là où il y a besoin de métier, là où il y a besoin de professionnels de ce métier, c'est que ce n'est pas évident pour tout un chacun de défendre M. Pellico. Ce n'est pas indéfendant, ce n'est pas évident. Et ça heurte beaucoup de gens. Et c'est pour ça qu'on a besoin de gens dont c'est le métier, qui sachent faire la part des choses, qui sachent dégager au-delà de l'écume d'une part médiatique, au-delà des faits, discerner ce qui, au-delà des faits justement, de tout ce qu'un chacun peut faire dans sa vie. Moi, Thibaut Brière, je ne suis pas réductible à ce que je montre de moi. Je ne me réduis pas à ce que je montre à ma femme, à ce que je montre à mes enfants. Je sais très bien que j'ai mes petits côtés, mes petits travers, et que je ne suis pas non plus réductible, ni à mes faits, ni à ce que telle ou telle personne, tel ou tel écosystème autour de moi voit de moi. Et Hegel disait un individu se réduit est la somme de ses actes. Eh bien, cela est contestable, naturellement. Parce qu'en fait, ce qui va définir le plus en propre un individu, c'est son potentiel, sa capacité d'être. C'est sa capacité à remettre, à se délier de ses actes, justement, à se situer toujours en deçà de ce qu'il a fait, de ce qu'il montre de lui, et du fait qu'il se tient toujours, il est toujours ce sous-jacent, et le sous-jacent, c'est la définition même du sujet, du subjectum, de l'upokaimonen. C'est la définition même du sujet. Oui. Et ben, l'upokaimonen, c'est ce qui se tient en deçà de la personne. Le subjectum, c'est ce qui se tient en dessous de la personne. Ce qui définit une personne, le persona, c'est le fait qu'elle est toujours en deçà de ce qu'elle a fait. Et donc, la personne, elle ne se réduit pas à la personne, par exemple, l'accusé, il ne se réduit pas à ce qu'il a montré de lui, au crime qu'il a commis, il ne se réduit pas au délit qu'il a commis. Et donc, il mérite d'être défendu, c'est ce que je veux dire. Le propre de la dignité humaine, le propre de la déclaration des droits de l'homme, c'est de considérer que tout homme a une dignité, quel que soit son état de déchéance actuel, il est toujours capable de revenir sur ses actes, de se délier de ses actes. Il est toujours encore capable de bonté. Il est capable de demander pardon. Il est capable demain de poser des actes et de devenir un sage, un saint, un je ne sais pas quoi, un héros. Au soir de sa vie, dans les 10 minutes avant sa mort. Et donc là, il mérite d'être défendu. C'est en tout cas mon point de vue, et c'est comme ça qu'en tout cas que je lis la déclaration de serment des avocats. Exercer mes fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité, et bien tout cela, le pire brigand, dit Kant, pour être efficace dans son métier, a besoin de faire preuve de dignité, de conscience, d'indépendance, de probité et d'humanité. Heureusement que Arsène Lupin, le voleur, il fait preuve de rigueur, il fait preuve de méticulosité, il est capable de tenir parole, néanmoins, tout voleur qu'il soit, etc. Parce que du coup, il peut s'entendre avec une communauté de brigands pour mieux commettre leur forfait, parce qu'il respecte une parole donnée. Et il dépose une rose après avoir commis ses forfaits, en remerciant les gens chez qui il a commis quelques délits. Humanisation, alors avec humanité, là c'était simplement là, le petit laïus que j'ai écrit en dessous, qui peut vous être envoyé naturellement. C'est pour montrer qu'en fait l'humanité, eh bien nous avons tous à travailler notre humanité. Comment on travaille cette humanité? L'humanité c'est une qualité, ce n'est pas un donné. Il y a des hommes qui font preuve d'inhumanité. C'est la possibilité juridique justement de crimes contre l'humanité. L'humain est la seule espèce capable de se dévoyer, de se dénaturer, de commettre des actes contre l'humanité. Un humain peut se dénaturer. Et ça, c'est spécifique. Et donc, ça montre bien que l'humanité, c'est une qualité qui se développe plus ou moins. Et donc, selon qu'on va travailler sa conscience, qu'on va éduquer plus ou moins sa conscience, eh bien, on va être capable de développer plus ou moins de vertébration en soi. Et il y a des gens qui sont totalement, de fait, pourquoi pas, relativistes, plastiques, c'est toujours le dernier qui a parlé, qui se laisse, je dirais,
un peu manipulés au gré des modes, de l'ère du temps. Aujourd'hui, qui pensent ceci, mais finalement, ils auraient pensé autre chose, et qui peut dire ce que l'on aurait pensé à une autre époque, etc. Et donc l'humanité, c'est quelque chose qui doit se développer. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Mais je veux ouvrir le débat et laisser de la place aux questions, chers amis. Alors, pendant que vous réfléchissez à des questions sur la fidélité à soi-même, donc s'adapter par rapport à se trahir, comment reconnaître le moment où un compromis professionnel, donc c'est ce dont tu as parlé de compromis, devient une renonciation à ses propres convictions. Eh oui. Alors là-dessus, l'avantage et l'inconvénient en même temps, c'est qu'il n'y a pas de ligne claire, évidemment. Dans la plupart de nos existences, en fait, nous sommes par définition confrontés aux situations, aux zones de gris. Alors, comment les reconnaître? Eh bien, je n'ai pas de réponse, effectivement, ex cathedra à donner. Ça va être, alors pour le coup, alors moi, je peux simplement témoigner en la matière, si vous voulez. Le moins mal que je puisse faire, c'est apporter mon propre témoignage. C'est d'une part me demander si ce que je fais aujourd'hui pourrait être rendu public. Moi, c'est la première chose. C'est un critère, un bon critère, me semble-t-il, donné, donc je vous le disais tout à l'heure, par Kant. Est-ce que, en fonction des données dont je dispose, demain, si je soupesais le pour et le contre, penser, ça vient du latin pendere. Penser, c'est soupeser le pour et le contre. Je ne pense pas tant que je n'ai pas fait cet exercice de peser le pour et le contre. C'est bien ce qui se passe dans le cadre d'un procès. L'avocat, il va soupeser, si je puis dire, il va travailler le pour. Ensuite, on va avoir le procureur qui va travailler le contre, et de manière à ce que les juges ou les jurés puissent soupeser le pour et le contre. Et donc, ce qui est valable au niveau macro est valable au niveau micro. Moi, je pense seulement à partir du moment où j'ai soupesé le pour et le contre. C'est-à-dire qu'avant, tant que je n'ai pas fait ça, j'ai une simple opinion. Ce qui distingue l'opinion de la pensée, c'est que l'opinion, c'est mon idée a priori. Lorsqu'on fait un sondage d'opinion, eh bien, on demande aux gens, êtes-vous pour ou contre la peine de mort? Là, ils vont exprimer un ressenti, si vous voulez, par rapport à l'actualité, par rapport à leur milieu social, à leurs différents déterminismes socioculturels. Mais là, on ne pense pas encore tant que l'on ne fait qu'exprimer une opinion. L'opinion, c'est le résultat. Non, la pensée, pardon, c'est le résultat de la confrontation des opinions. Lorsque moi, par exemple, homme de gauche, j'ai confronté mon opinion à celle d'homme de droite. Je suis rentré dans la tête d'un homme de droite pour confronter mon idée a priori à ce que lui penserait. À partir de ce moment-là, je peux prétendre penser, c'est-à-dire avoir soupesé le pour et le contre. Et donc, un bon exercice pour essayer de savoir, à minima, comment est-ce que je rentre dans la zone de compromission plutôt que de simple compromis, c'est à minima d'avoir soupesé en moi le pour et le contre, c'est-à-dire d'avoir fait un authentique exercice pour entrer dans la position inverse de la mienne. Tant que je ne me suis pas confronté à une véritable diversité d'opinions, je n'ai pas sincèrement essayé de comprendre comment peut-on être perçant, comme disait Montesquieu, comment peut-on penser comme un homme d'extrême droite ou comme un homme d'extrême gauche. Il y a des gens, encore une fois, parfaitement respectables, qui pensent absolument différemment de moi. Comment peut-on penser comme Hegel? Comment peut-on penser comme Aristote? Comme des géants de la pensée qui, pour autant, pensent différemment de moi, petit homme, nain, juché sur des épaules de géants. C'est à moi plutôt d'abord de me remettre en question plutôt que de me dire a priori l'autre a tort. Donc comme critère d'abord, voilà, enfin ça, bon, je ne vais pas revenir sur ce que j'ai dit, vous m'avez compris. Et puis deuxième élément, effectivement, pour éduquer ma pensée, enfin pour essayer de me confronter à des grands hommes historiques, avoir des lectures saines plus longues, mais j'en ai parlé tout à l'heure, essayer de me confronter le plus souvent possible à ce qui est beau, à ce qui est droit, à ce qui est juste, à essayer d'éclairer, ça c'est au fil de l'eau, si je puis dire, que l'on peut éclairer sa conscience, essayer d'avoir des gens que l'on admire, essayer de côtoyer des personnes où on se dit, vis-à-vis desquelles on se dit, selon moi, lui, c'est un maître. Moi, je n'ai aucune difficulté à me reconnaître des maîtres. J'ai pratiqué beaucoup les arts martiaux. J'ai un maître en arts martiaux. Et je sais pouvoir justifier en quoi, pour moi, c'est véritablement un maître.
J'ai 1 ou 2 maîtres en philosophie et je sais pouvoir dire pourquoi ils sont des maîtres. Je vous donne comme ça en philosophie, c'est d'abord quelqu'un qui a une extrême humilité, qui est spécialisé dans un domaine et par exemple, lui, son domaine de spécialisation, c'est le Moyen-Âge arabe. Eh bien, lorsque je lui demande quelque chose sur Hegel, sur quoi il est 20 fois plus calé que moi, il dit « Oh là là, Hegel, vous savez, moi, je ne connais pas Hegel. Moi, Hegel, oula, je n'y touche pas, vraiment, c'est au-delà de mes capacités. » Là où plein de profs de philo que je côtoie disent « Alors, attention, Hegel, c'est ça, ça, ça. Non, 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 on ne peut pas pouvoir faire dire à Hegel ça, ça, ça. » Et hop, on va s'emporter dans un sens ou dans un autre, alors qu'en fait, on ne maîtrise tout simplement pas les tenants et aboutissants. On n'est pas au courant des différents débats aujourd'hui que la pensée hegelienne. Ils n'ont pas sous-pesé le pour et le contre en conscience au sujet de Hegel. Ils ne font en fait finalement que reproduire des réflexes médiatiques ou des réflexes intellectuels au sujet de Hegel. Bon, voilà ce que je peux dire à ce stade, chère Pauline. Merci, c'est passionnant. Alors, sur la loyauté, qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur la loyauté d'un avocat à son client? Est-ce que c'est une vertu en soi ou est-ce qu'il faut qu'elle ait des limites? À partir de quand ça peut devenir une forme d'aveuglement? Est-ce que tu pourrais nous dire quelque chose là-dessus? Oui, alors sur la loyauté, c'est intéressant comme réflexion. Je me suis posé la même question que celle vis-à-vis récemment, on a entendu, on a vu dans les médias que dans une récente proposition de loi, il y avait la proposition de lever le secret de la confession pour les prêtres. Ouais, le lien que je fais entre les deux, c'est que précisément dans le secret que l'avocat entretient avec son client, un client peut avouer des crimes à son avocat. L'avocat, me semble-t-il, alors corrigez-moi, surtout moi j'aime beaucoup être corrigé, ça me permet de progresser vers une hypothétique vérité, en tout cas de me déprendre d'erreurs. Il me semble qu'en tout cas c'est un absolu, le secret de la relation entre l'avocat et le client. Un client, me semble-t-il, qui avoue à un avocat qu'il a commis les crimes, l'avocat, il peut faire comme le prêtre. Il peut essayer de lui dire, attendez, est-ce que vous n'auriez pas intérêt, est-ce qu'il ne serait pas intéressant peut-être quand même. Il peut essayer d'amener le client à cheminer vers une forme de révélation publique à terme de la vérité, tout en défendant ses intérêts authentiquement. Et là, on voit bien quel est le chemin de crête, me semble-t-il, de l'avocat, qui aurait conscience, qui cherche néanmoins, qui cherche à travailler à la révélation publique de la vérité et à minima à permettre à son client en conscience de cheminer, de faire un cheminement intérieur vers plus de vérité à l'égard de lui-même et vérité à l'égard des victimes et vérité à l'égard de l'institution judiciaire et au-delà de l'institution judiciaire à l'égard du public, du peuple français au service duquel, me semble-t-il, en tout cas, l'institution judiciaire est au service. L'avocat, me semble-t-il, est tenu au même secret que le prêtre à qui je ne sais pas comment on appelle ça, quelqu'un qui vient se confesser, un confit, je ne sais pas comment on dit, la personne qui vient se confesser, en tout cas, confierait un crime. Eh bien, il est tenu de ne pas le révéler publiquement. En revanche, il est tenu moralement, parce que prêtre qu'il est, à essayer d'enclencher chez son interlocuteur un chemin de vérité pour, à un moment, aller se livrer aux autorités légitimes, pour d'abord cheminer intérieurement, naturellement, mais ensuite participer à la révélation publique de la vérité. Et alors là-dessus, justement, on est dans les zones grises dont on parlait tout à l'heure. Tout va dépendre du contexte, tout va dépendre de la personnalité de l'accusé, qui parfois est capable d'entendre, de recevoir cette vérité de la part de son avocat, qui parfois a tellement de troubles déjà psychiques qu'il est extrêmement compliqué de lui faire entendre raison et qui parfois a des profils un peu psychopathologiques. Et dans ce cas-là, qu'est-ce que vous voulez, on est obligé, me semble-t-il, de simplement, en termes de mécanique de droit, d'essayer de tout faire pour le défendre, tout en sachant qu'il a tort. Et alors là, il me semble y avoir quelque chose de l'ordre de l'héroïcité de la part de l'avocat qui, sachant que l'accusé est coupable, est chargé par les hommes, par les humains, par l'institution, de travailler, en tout cas, à le défendre. Et il doit le faire, de mon point de vue. Parce qu'à côté de ça, il va y avoir quelqu'un qui va être chargé de l'accusé. Et au nom du respect de la dignité de cet accusé,
qui est criminel là-dessus, mais qui par ailleurs est un père, par ailleurs est un fils de quelqu'un, par ailleurs est un héritier d'une longue lignée, qui peut-être va, bon bref, qui mérite d'être défendu en tant qu'humain. Eh bien, me semble-t-il, le rôle de l'avocat, même si sur ce dossier précis, cette personne est coupable, tout l'honneur de l'avocat est de les défendre bec et ongle. En tout cas, c'est mon point de vue de philosophe dans l'état très limité de la réflexion actuelle qui est la mienne aujourd'hui. Très bien. Alors, merci Thibault. Alors, petite question pour les participants. N'hésitez surtout pas à poser des questions, mais peut-être déjà nous dire laquelle, selon vous, doit primer entre la loyauté envers le client, celle envers sa conscience, celle envers la déontologie et celle envers l'institution judiciaire. Donc, a priori, il y a plus de loyauté envers le client, puis envers sa conscience. Voilà. Toi, qu'est-ce que Thibault, tu en penses entre ces différentes loyautés ? Je suis, enfin, moi j'aurais répondu, la répartition me semble assez juste parce que, encore une fois, c'est un métier, avocat. C'est un métier de savoir, c'est un métier d'être un sophiste. Encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, pour être un bon philosophe, il faut d'abord être un bon sophiste. En revanche, il ne faut pas se réduire à n'être qu'un sophiste. Et c'est en toute conscience, l'important me semble-t-il, pour l'avocat, c'est d'être capable de faire la part des choses, d'être conscient, d'être bien au clair avec lui-même sur le fait que, pour lui, dans sa vie privée, en soi, il sait ce qu'il fait quand il sait qu'il n'est qu'un rouage dans la révélation de la vérité et que lui, son travail, c'est de défendre, moi c'est comme ça que je le verbaliserai, la vérité d'un homme, au-delà de la vérité des faits qu'il a commis. D'essayer de montrer toute l'humanité de la personne par-delà des faits objectifs qui peuvent sembler l'accuser. Et d'essayer de défendre quelqu'un. C'est Leibniz qui disait. Leibniz disait, j'ai tellement conscience par le nombre de côtés par lequel une situation peut être prise que j'ai beaucoup d'indulgence à l'égard de n'importe quel criminel, de n'importe quelle situation, de n'importe quel homme. Parce que je n'ai jamais fait le tour de toute situation, je ne peux pas sonder les reins et les cœurs, etc. Et il me semble que c'est admirable, tout simplement, et que c'est l'un des sommets même de l'humain que d'être capable de révéler la vérité d'un homme par-delà la factualité des actes. Alors, moi, j'ai un sujet qui me préoccupe. Enfin, nous, on parle avec beaucoup d'avocats, qui est que ça peut être par des vices de procédure que des avocats obtiennent que leurs clients soient relâchés. Des archifistes. Oui. Voilà, donc voilà, un avocat, il peut obtenir la relaxe d'un client alors qu'il le sait coupable en invoquant un vice de procédure. D'un point de vue philosophique, est-ce qu'il est moralement légitime de faire primer le respect de la procédure sur la recherche de la vérité ? Toi, qu'est-ce que tu pourrais nous dire là-dessus ? Je dirais non. Je dirais non, même si, et encore une fois, comme c'est ce que dit d'ailleurs la casuistique, c'est-à-dire l'étude des cas particuliers. Tout est fonction véritablement du cas particulier, du contexte dans lequel on se trouve placé, du contexte évidemment, c'est-à-dire en conscience, me semble-t-il, l'avocat doit à cet instant précis s'interroger sur sa conviction profonde de risque de récidive de l'individu. Et donc, et c'est là qu'est le problème, se placer pour une part dans une position de juge, alors qu'il n'est pas juge, qu'il est avocat. Et se demander, et c'est bien ce qui est dans pas mal d'affaires médiatiques aujourd'hui, ce que l'on demande, ce que quand même l'opinion publique, et me semble-t-il à bon droit, demande. C'est-à-dire qu'à un moment, quel que soit le métier que l'on exerce, il est très important de sortir de la procédure. On l'a bien vu au moment du procès, excusez-moi pour cette réduction ad litterum, tous les cas de conscience qui s'est posé autour du procès Eichmann, qui disait écoutez, moi j'ai fait qu'appliquer la procédure, j'ai fait que faire mon métier. Vous êtes bien gentil maintenant de m'accuser, mais enfin moi j'étais soit un juriste, qui un ceci, cela, moi je n'étais qu'un rouage dans la grande machinerie, j'ai fait mon métier moi. Eh bien il me semble qu'il y a effectivement des cas dans lesquels l'avocat doit se demander se placer dans la position du juge parce qu'en fait, il est aussi pour une part juge, parce qu'il est un citoyen. Avant d'exercer un métier, il exerce
le métier souverain, la fonction, j'allais dire, de citoyen. Et au-delà de la fonction de citoyen, il exerce, est investi de cette noble dignité d'humain, au-delà même du citoyen. Et donc, il doit se poser la question des conséquences ultimes de ses actes. Et que s'il estime en conscience que cet individu, il va le faire libérer, pas en invoquant un vice de procédure, dont il sait qu'il est très probable que ça aboutisse, eh bien, à ce moment-là, il doit en conscience, me semble-t-il, s'empêcher. Un humain, ça s'empêche, disait Camus. Il doit s'empêcher de le mettre en œuvre parce que derrière, il estime en conscience que la personne va pouvoir commettre à nouveau ce type de mal. En revanche, s'il estime que dans la relation qu'il a eue avec son client, effectivement, il a tué. Moi, Thibaut, je pourrais très bien tuer. J'ai eu des situations dans lesquelles, à un moment, j'ai pu me dire, où je me suis senti en tout cas un peu borderline face à des situations. Je ne m'exclus pas du tout du rang des meurtriers, comme disait Camus. Je ne m'en exclus pas du tout. Et sur un coup de tête, sur je ne sais pas quoi, dans des circonstances professionnelles, j'aurais pu être un meurtrier. Et en revanche, je ne m'estime pas, entre guillemets, meurtrier dans l'âme. C'est pour autant qu'il puisse y avoir des personnes. Et si j'aurais pu commettre un crime, ça se trouve, j'en ai commis. Simplement, je ne me suis pas fait prendre par la patrouille. Eh bien, ça se trouve, j'en ai commis. En revanche, je m'estime en conscience ne pas être susceptible de beaucoup récidiver, etc. Eh bien, dans ce cas-là, j'estime que mon avocat aurait pu légitimement invoquer un vice de procédure parce que finalement, mon avocat aurait pu estimer que finalement Thibaut n'est pas un mauvais bougre et j'estime que le poids des circonstances a été plus important et que vous m'avez compris que la probabilité de récidive mérite que Thibaut soit libéré. Alors, une avocate, Oui. c'est un sujet que je trouve passionnant. Il y a une avocate qui nous dit que si l'avocat ne soulève pas un vice de procédure existant dans un dossier, Oui. Il engage sa responsabilité professionnelle. Alors, Oui. c'est vrai que ces vices de procédure, c'est aussi une garantie fondamentale de l'état de droit. Alors, Oui. Comment concilier cette vision avec celle, parce que le grand public, il peut percevoir ça il peut percevoir ces vices de procédure comme des failles permettant à des coupables d'échapper à la justice. Oui. Alors, comment peut faire un avocat, puisqu'il est obligé de le faire, puisqu'il engage sa responsabilité professionnelle? Alors, on vient d'y répondre. Mais j'ai bien compris la question et en quoi elle continuait de se poser. Tout a été dit. Il engage sa responsabilité. Eichmann a engagé sa responsabilité. Tout homme, quel que soit son métier, engage sa responsabilité. Moi, Thibaut, quand à un moment j'ai dû dénoncer des choses et écrire un livre qui s'appelle Toxic Management et me faire licencier de mon entreprise, j'ai engagé ma responsabilité. Lorsque Nicolas Forissier, lanceur d'alerte du groupe UBS, était tenu de dénoncer, d'enclencher un article 40 pour dénoncer son employeur auprès du procureur de la République parce qu'il avait vu des malversations comptables dans le contrôle de gestion de son entreprise, il a pris ses responsabilités. Alors là, en l'occurrence, c'est un peu la situation inverse. Il était tenu, de par son métier de contrôleur de gestion, de chef du contrôle de gestion chez UBS France, il était tenu de dénoncer, de faire un article 40. En revanche, comme par hasard, 99% des contrôleurs de gestion, 99%, ne prennent pas cette responsabilité et disent « je ferme les yeux ». Je n'ai pas vu ça, ou je préfère garder mon emploi, garder une situation familiale. Ma responsabilité, c'est de ne pas me retrouver au chômage parce que j'ai une femme, des enfants, etc. Ça va être compliqué. Et je me tire une balle dans le pied professionnellement si j'enclenche un article 40. Qui voudra encore m'employer si on sait que je peux dénoncer, que je suis le type de personne qui dénonce son employeur, etc. Eh bien, à un moment, il faut savoir prendre ses responsabilités. Et quand bien même la procédure, mon métier me fait une obligation de faire ceci ou cela, avant d'être, et c'est ce que je disais tout à l'heure, avant d'être un sophiste, avant d'être quelqu'un dont le métier, c'est de trouver toutes les ficelles du droit, toutes les procédures, de faire jouer tout le reporting, la procédure, les process dans une entreprise. Moi, je transpose très bien tout cela dans le milieu de l'entreprise où on dit très bien qu'il y a une inflation de process, de procédures, de gens qui sont scrupuleux à respecter les process, les procédures, etc. Et néanmoins, ce que l'on enseigne en management, c'est il y a beaucoup de situations où surtout ce qu'il faut, c'est sortir de la procédure.
La procédure vous décrit l'état idéal, vous décrit, c'est ce qu'on appelle l'écart entre le travail prescrit et le travail réel. Eh bien, c'est le moment où un individu dit « j'engage ma responsabilité, je sors de la procédure et non pas mon intérêt l'exige ». Et parfois, l'intérêt de mon entreprise exige que je sorte de la procédure parce que je sais très bien que même mon entreprise ne se réduit pas à la procédure qu'elle-même a mise en œuvre. Et parfois, les hommes qui représentent à un instant T mon entreprise ne représentent pas en fait toute l'entreprise elle-même. Demain, Orange peut être livré à des mains qui vont faire de Orange quelque chose de parfaitement méprisable. Et on l'a vu dans l'affaire France Télécom. Et donc, parfois, vous avez des managers qui ont dit « mais non, en fait, France Télécom ne se réduit pas à ce qu'aujourd'hui, notre direction nous demande, nous, de faire. » Et donc, ma responsabilité, moi, de manager, c'est surtout de ne pas appliquer la procédure que me demande d'appliquer mon supérieur hiérarchique chez Orange. Eh bien, il me semble qu'au sein de l'institution judiciaire, comme au sein de n'importe quelle institution, comme une institution entreprise, privée, eh bien, parfois, l'honneur de l'avocat est de sortir de la procédure. Merci Thibaut. On n'a plus que 2 minutes, on pourrait parler pendant des heures. Donc, je vais lancer un dernier petit sondage auprès de nos participants sur quelle valeur du serment d'avocat vous guide le plus au quotidien: l'indépendance, la conscience, la probité, l'humanité, la dignité. Moi, ce que je retiens, enfin, je retiens plein de choses, mais c'est que tu dis qu'il faut que la conscience doit être éduquée et affinée. Donc, ce que je retiens, c'est qu'il faut lire et surtout bien connaître la personne qui est en face de soi, se mettre à sa place. Donc, peut-être quand on défend l'accusé, se mettre à la place de la victime et regarder la situation avec son regard. Ça ne veut pas dire qu'il faut croire le dernier qui a parlé, tout ça, mais bien comprendre la globalité. Donc, il n'y a pas eu de question. Nous allons vous envoyer un replay du webinaire. Il y aura un article qui sera publié sur notre média à destination des avocats qui s'appelle « Maîtrise par Justifit ». Donc, on vous enverra un replay avec un article récapitulatif dans lequel il y aura des éléments de l'intervention de Thibaut que vous pouvez retrouver si vous avez besoin de le faire intervenir dans votre cabinet. Et quand vous quitterez ce webinaire, on vous demandera quel sujet vous aimeriez que nous abordions dans ces webinaires. C'est comme ça que nous avons eu des idées de sujets, notamment celui-là. C'est suite à des retours d'avocats. Donc d'habitude, on est plutôt sur des sujets très pratiques, comment développer mon site internet, comment devenir faire du réseau, comment préparer ma retraite, et voilà. Donc là, on avait un sujet pour la première fois qui était, on s'est élevé un peu, on est parti un peu dans quelque chose de plus intellectuel. C'était très intéressant. Merci beaucoup Thibaut. Donc apparemment, c'est l'humanité qui est la valeur du serment d'avocat qui guide le plus au quotidien nos participants. Merci beaucoup Thibaut. Voilà, 14h. On a fini. À très bientôt à tous. Et donc surtout, donnez vos retours sur ce webinaire. On les transmettra à Thibaut. Merci pour cette intervention. Bon courage à tous pour la mise en œuvre. Voilà.